Très bien. Donc Downhugger, revue complète détaillée. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à la chaîne, on parle de rando, de bivouac, de trucs et astuces, de matériel aussi. Aujourd'hui, c'est matériel. C'est une revue détaillée, précise que j'aimerais vous présenter. Vous avez devant vous un sac de couchage aux caractéristiques bien pointues. Il s'agit vraiment de matériel pour les grands froids, les froids extrêmes, pour les expéditions aussi. Il s'agit du Montbell Downhugger 800 Expedition. Pour mettre un petit peu en place le contexte, l'année passée, j'ai commencé à préparer un projet que j'ai nommé Grand Froid. Le but était donc d'aller chatouiller un petit peu ces températures extrêmes, vers les moins 20, moins 30. J'ai un lieu derrière chez moi, pas très loin, qui s'appelle la Petite Sibérie de la Suisse, la Brévine, où des records ont été atteints. On est descendu jusqu'au moins 41 et des poussières. Je n'avais personnellement pas de matériel pour couvrir ces températures-là, pour me protéger. J'ai contacté Montbell, qui m'avait auparavant déjà fourni du matériel en prêt, en test. Ils ont accepté de m'équiper pour ce projet, je les en remercie encore une fois. Aujourd'hui, on passe en revue détaillée ce sac de couchage qui est vraiment un monstre. C'est vraiment une pièce assez extraordinaire. Il y a bien sûr d'autres marques qui fournissent des sacs de couchage pour aller vraiment dans les températures extrêmes. Il n'y a pas que Montbell, il y en a plein d'autres. Disons que moi, c'est la possibilité que j'ai eue. Je vais donc vous parler de mon expérience avec ce sac. C'est un partenariat, comme je viens de vous l'expliquer, mais non rémunéré. Je ne gagne rien, ni sur la vente, ni sur cette revue. J'ai rien à vous offrir, pas de code promo, de choses comme ça. C'est juste le passage en revue de mon expérience et du matériel. Ce que je vous propose, c'est de ficeler, disons, en trois grandes parties. On va parler en premier des caractéristiques pures de construction, de matériaux utilisés et compagnie, pour que vous ayez tout sous la main. Et ensuite, on va faire le tour du sac à dos. Je vais l'ouvrir, vous montrer, disons, en détail, avec des prises de vue de plus près, des explications, comment est structuré, comment est fait ce sac. Et la troisième partie de la vidéo, je vais vraiment vous proposer mon retour d'expérience. Cela veut dire que je vais vous parler donc des différentes sorties que j'ai effectuées, en vous expliquant ce qui a joué, ce qui a moins bien joué, quel a été mon ressenti, est-ce que j'ai eu froid, pas froid, comment ça s'est déroulé, comment j'ai dû m'habiller, comment j'ai pu protéger le sac. Enfin voilà, je vais vous parler de tout ça. Dans cette partie de retour d'expérience aussi, je vais vous énumérer, disons, les points positifs et négatifs de mon point de vue personnel par rapport à ce sac. Je suis impartial dans le sens où voilà, je reste objectif. Mon but, c'est pas d'encenser un produit. La seule chose que je veux faire, c'est un retour brut, précis de l'expérience que j'ai eue moi avec ce produit-là. Maintenant, évidemment, je ne vais pas m'empêcher de dire si quelque chose est vraiment bien, de le dire et puis de souligner ce qui ne va pas aussi. Montbell propose un très nombreux choix de sacs de couchage. Il y en a vraiment à l'appel pour toutes les températures, en synthétique, en duvet. J'ai les formes et les styles, ils ont des demi, ils ont des liners, ils ont des sursacs, ils ont des sacs de couchage, ils ont des quilts aussi. Je viens de le découvrir en fait, du coup ça m'intéresse, mais voilà. Le Downhugger 800, bien que ce soit le 800, il existe aussi des catégories 900 maintenant, donc les seamless et d'autres sacs de couchage. Le Downhugger 800 Expedition, c'est leur sac le plus chaud, vraiment la catégorie la plus haute. C'est donc ce que j'avais demandé et choisi avec Montbell pour pouvoir m'équiper, pour pouvoir pas se mettre aussi en danger, vu que je leur avais parlé de températures qui devraient avoisiner les moins 25, peut-être moins 30. Ils m'avaient donc guidé vers leur produit le plus chaud pour que je sois bien protégé. Le Downhugger 800, on le trouve en
4 versions si l'on veut. Il y a la version standard avec la fermeture éclair sur la droite ou sur la gauche, et il y a la version longue avec la fermeture éclair sur la droite ou la gauche. Cette version, c'est le long. La version standard, elle est prévue pour quelqu'un qui mesure jusqu'à 183 cm, et puis la version longue, celle-là, elle est prévue pour quelqu'un qui mesure jusqu'à 198 cm. Personnellement, je fais 1,85 m. Donc je suis juste 2 cm trop grand par rapport à la version standard. Peut-être ça serait allé, peut-être il y a de la marge chez Montbel, ça je ne sais pas, mais disons ce que je voulais être absolument sûr, et c'est bien important, c'est de surtout pas, par exemple, avoir les pieds qui poussent au fond de la footbox ici, puis qui commencent un petit peu à pousser sur le tissu, à compresser la plume, puis à faire des points de froid. J'avais donc vraiment ce souci-là, c'est pour ça que je leur ai demandé d'avoir la version longue. C'était un très bon choix, parce que d'avoir un petit peu plus de marge et de taille comme ça, de longueur de sac de couchage, ça m'a permis, dans le froid le plus extrême que j'ai connu, c'était donc moins 27 degrés Celsius, de pouvoir mettre au fond du sac des chaussons, d'avoir des vestes, des tas de choses comme ça, et puis de quand même avoir de la place pour pouvoir dormir correctement, parce que j'avais un sacré boxon là-dedans, c'était assez drôle d'ailleurs. Tellement il faisait froid, donc je devais vraiment protéger pas mal de choses. Montbel a 2 sites, un site suisse et un site européen, ensuite un site japonais et un site américain. Par rapport au prix, la version longue coûte 829 contre 789 pour la version standard, ce qui correspond à 799 € et 759 € pour la version standard. C'est un investissement conséquent, on va reparler après. Maintenant, il faut ce qu'il faut aussi, dans le sens où les caractéristiques de ce sac de couchage sont tellement hautes qu'on est bien sûr dans des prix qui ne sont pas sur de l'entrée de gamme ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont destinées soit aux professionnels, soit aux expéditions, ou simplement aux passionnés qui veulent aller rencontrer des conditions qui sont quand même difficiles, voire dangereuses. Donc c'est pas quelque chose avec lequel on peut trop rigoler non plus. Faites attention si vous faites des essais dans des températures négatives, parce que les choses que je fais, ça peut aussi donner des idées, et puis on va essayer de se pousser le matériel et des choses comme ça, mais il faut quand même être bien équipé. Sur le site Montbel, il est donné en poids, la version longue, à 1650 grammes, 1,650 kg, avec un poids de remplissage de 1,230 kg. C'est monstrueux, c'est vraiment plus de 1,2 kg de duvet, dans une répartition 90-10, duvet plume, au minimum 90% de duvet, comparé aux plumettes qui peuvent être présentes. Donc ça reste de la toute bonne qualité, avec un pouvoir gonflant de 800 cubic inches. Le Fill Power à 800, c'est quelque chose qui est très bon. Une autre chose très importante à savoir, c'est que ce sac de couchage est construit dans une technique qu'on appelle box construction. Donc ça veut dire que les coutures ne sont pas traversantes. C'est comme sur certaines doudounes. Dès le moment où on cherche à vraiment avoir une isolation maximale pour des températures extrêmes, on va éviter d'avoir une couture, celle-ci par exemple, ces lignes-là, les boudins, qui traverse complètement, puis qui fasse en fait un endroit où les parois se touchent, en fait, communiquent, ce qui ferait un pont de froid énorme. Donc là, on a un autre style de travail. La construction en boîte, si on veut, en boudin, mais il y a une petite descente, mais chaque fois on repart en laissant de l'épaisseur pour éviter ces soucis-là. Ce qui nous intéresse bien sûr, le chiffre le plus intéressant de toute l'histoire, c'est savoir à quelle température on va pouvoir résister, quelles sont les limites de ce sac de couchage. Il est donné à confort moins 13 degrés Celsius, limite, sans autre explication, mais limite moins 21 et moins 44 pour la température extrême. La température extrême, c'est quelque chose qu'il faut oublier, c'est pas quelque chose qu'il faut aller chatouiller, ça veut dire la zone entre moins 21
Et moins 44, il faut éviter d'y aller parce qu'on entre dans une zone qu'ils appellent eux-mêmes dangereuse. C'est une zone avec des risques d'hypothermie, donc c'est une zone mortelle, dangereuse. Quand on y entre, on peut tenir un moment, mais après, on a des risques vraiment très très importants. Cette température extrême qui est souvent donnée, si on avait un problème, quelles seraient nos chances de survie avec ce sac dans des conditions comme celle-là. La température moins 13 confort chez eux, il l'explique ou il l'image si on veut pour une femme standard de 1m60, 60 kg, je crois quelque chose comme ça. C'est une moyenne, hein, c'est quelque chose qui évolue en fonction de la personne. Donc quelqu'un qui va être très confortable à moins 13 dans ce sac de couchage, peut-être la personne suivante, elle aura déjà un petit peu froid ou alors bien trop chaud. Voilà, ça dépend quand même un petit peu des ressentis. Et puis, il y a un peu ce phénomène hommes et femmes où apparemment la femme aurait peut-être plus froid par une gestion corporelle différente d'énergie, de besoins et compagnie. Donc souvent, on a par exemple les matelas qui sont donnés modèle femme avec une R-value qui est un peu plus haute. Pour donner cette température de confort, elle est donnée moins 13 pour une femme. Et puis, on aurait donc théoriquement, potentiellement, un homme qui pourrait avoir la température de confort un peu plus basse, peut-être vers les moins 17, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a cette température qui est donnée limite à moins 21. Moi, ce que j'ai interprété par rapport à mes tests personnels, c'est que le moins 21, c'est le limite confort avec une transition dedans. Mais personnellement, je vous en parlerai encore plus précisément après, je pense que pour moi, la limite confort, elle était même un peu plus bas. Mais grosso modo, c'est bien ciblé, on est vraiment dans cette tranche-là, moins 13, moins 20. À la réception du sac, il y a un emballage, tout, etc. Il y a cette notice avec les explications justement déjà des types. Donc il y a le modèle expédition qui est le plus chaud et ensuite on descend vers les modèles 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui eux permettent de moins en moins de dormir dans le froid, donc plus en plus direction été et compagnie. Avec des labels, des choses comme ça, mais il y a une chose que j'ai trouvée vraiment bien, dans le sens honnête et précis, c'est une étiquette qui est, sauf erreur, sur l'intérieur du sac ici, et puis qui stipule déjà la date, donc juin 2020, donc il était vraiment tout frais quand je l'ai reçu. Le fait que ce soit stérilisé, les permis, que c'est tout du nouveau matériel à l'intérieur, enfin différentes choses comme ça, la certification des 90% minimum de plumes, duvet, pardon. On y trouve aussi la taille finie, donc c'est pas seulement la taille donnée sur le site, hein. Là on est tout à coup dans des choses spécifiques par rapport à ce sac, celui-là. Et j'aime bien ça, parce que c'est une précision, je trouve, qui est très professionnelle et puis qui est classe, puis qui rassure. Donc là, il nous dit que voilà, on a 84 pouces par 32 pouces. C'est vraiment le tissu fini, cousu, mesuré, voilà, il est de tel. Et puis on a la spécification précise du poids net de remplissage de duvet à 43 onces ici, ce qui nous fait exactement 1220 grammes. Donc il se précise que ce n'est pas 1230 comme noté sur le site, mais que ce sac, il a reçu exactement 1220 grammes de duvet à 90 à 800 cubic inches. Donc moi j'aime bien ça. Paf, c'est pro, ça te dit, voilà, ton sac, il est comme ça, et puis il a eu ça, etc. C'est pas partout hein, qu'on a ça. Chapeau, c'est bien. Ce sac est constitué pour la paroi extérieure et intérieure de Ballistic Airlock Nylon. Donc c'est du nylon 100%. À savoir qu'il n'y a pas de membrane, on va dire, imperméable ou de Gore-Tex ou de choses comme ça. On a juste cette couche de nylon qui est traitée DWR, Durable Water Repellent. Donc ça veut dire que c'est un traitement hydrophobe qui va aider à ce que l'eau ruisselle, à l'humidité vers les zones de respiration de la bouche ici et compagnie.
À savoir aussi, c'est pas forcément un sac qui a besoin de ce genre de protection, style membrane Gore-Tex ou Windstopper ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à des températures vraiment extrêmes, froides. Donc c'est de l'eau où si vous versez de l'eau là, elle va quasiment instantanément geler. Et donc on n'a pas de danger de pluie, ça c'est la première chose. Ce qui se dépose, du givre ou des choses comme ça en début de soirée sera vraiment très froid, donc va figer très rapidement. On a peu de risques, disons, justement de pompage d'eau dans le tissu. Par contre, Montbell vend tout de même des sursacs en Tyvek, très fins, légers. Le Tyvek, c'est une bâche que j'ai d'ailleurs utilisée dans mon bivouac à -27 parce que je voulais justement protéger un petit peu des tombées, notamment en première début de nuit, et puis ça a un petit peu aidé. Bon, il n'y avait même pas de givre vraiment sur le Tyvek à l'extérieur parce que c'était tellement froid que c'est sec, il n'y a pas d'humidité dans l'air, mais ça peut peut-être offrir un tout petit peu de protection, notamment s'il y a de l'air ou comme ça peut être sympa parce que ça vous fait un tout petit coupe-vent, disons, relativement respirant aussi, le Tyvek n'étant pas quelque chose qui est complètement imperméable du tout, et ça peut être une bonne solution. Personnellement, j'avais un grand bout qui m'a permis de le passer sous le matelas pour pas qu'il s'envole ou qu'il se déplace, puis simplement de faire un grand rabat qui venait comme ça, un petit peu à ras le nez pour protéger, disons, le principal du sac de couchage. Le Downhugger 800 est livré avec un petit sac comme celui-là, donc c'est pas un sac de compression, il n'y a pas de sangle. Par contre, ce sac-là, une fois qu'il est rempli, il est vraiment à fond. Donc le sac de transport, on va dire, est déjà compressé dès le moment où vous aurez fini de le mettre dedans. Ça veut dire qu'il y a un système en 2 temps qui est pas si mal. C'est toujours difficile quand on compresse vraiment très fort, en même temps serrer, puis d'arriver encore à compresser parce qu'on met la main dedans, puis après on est pris. Donc c'est un petit peu difficile. Donc ils ont fait ce système avec 2 tirettes ici. Vous mettez votre sac, c'est assez difficile, on bourre, et puis on ferme la première. Et puis ensuite, une fois que vous avez ça, vous n'avez plus de force à mettre. Ça vous permet de refaire une petite compression en envoyant la première fermeture que vous avez faite ici. Vous allez l'envoyer à l'intérieur en pressant. Et puis avec la deuxième, vous arrivez à faire une compression encore plus compacte et vraiment à avoir quelque chose qui est devenu bien. J'ai trouvé que ça faisait un bon petit ballon quand même, mais en réfléchissant aussi à la taille et le gonflant du sac et ce qu'il permet de faire, donc en l'occurrence de dormir à la belle étoile à -27 degrés, ça va, ça reste quand même assez compressible. Le 800 Q1, c'est quand même quelque chose de chouette, et puis de toute façon il y a du matériel, donc il y a un moment où on ne peut plus vraiment compresser plus que ça. Une fois compressé, la boule bien fait, on a presque 15 litres, 14,7 litres de contenance, le sac compressé comme ça. Il est donné aussi avec un sac de décompression qui lui est prévu vraiment pour le stockage de votre sac à dos. Alors il est relativement petit ce sac, on en parlera un petit peu après. Voilà, c'est sac coton simple, assez petit à mon avis. Et puis vous avez aussi une possibilité de venir vraiment accrocher sur ces anneaux ici, sur un cintre par exemple. Simplement ça fait, voilà, c'est un truc qui fait vite 2 mètres et quelques. Donc là, voilà, là il touche par terre. Donc vous voyez, il est bien plus haut que moi, ça fait plutôt 2 mètres. 2m10, 2m20, je pense, quelque chose comme ça. Et il faut avoir une sacrée penderie, mais dans un galta ou quelque chose comme ça, c'est possible de le mettre. Ce qui est important, surtout, c'est de ne pas le garder compressé. On sait, la plume, il faut qu'elle puisse respirer, il faut que déjà l'ouvrir, le sécher quand vous revenez de votre aventure.
Et puis ensuite, il faut vraiment le laisser non compressé. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris par la taille du sac de décompression. Je vous expliquerai un petit truc après. Par rapport à la taille, si on veut, donc on a parlé que le modèle long peut accueillir une personne de 1,98 m et le modèle standard une personne de maximum 1,83 m. Je fais 1,85 m, donc j'ai été super confortable dans cette taille-là. Par rapport à la circonférence, maintenant, quelle place on a pour les genoux, les coudes, les épaules et compagnie. Donc au niveau des épaules, on a une circonférence de 160 à 208. Vous me direz, bon, il faut savoir, alors c'est quoi? Eh bien, on va en parler juste après sur la construction. Il y a un système stretch, donc le sac peut vraiment bien s'étendre. Donc 160, c'est comme ça. La circonférence, tout le tour au niveau des épaules, au repos, donc sans pousser dessus, sans tirer. On a 160 et on a 134 au niveau des genoux. Ensuite, lorsqu'on s'étend, si on veut bouger les coudes comme ça, qu'on tire un peu dessus, on a 208 ici et on a 174 au niveau des genoux. Dans la vidéo de la Gearlist, si je me souviens bien, j'ai parlé d'un moment assez rigolo. C'était le matin où chaque fois que je voulais sortir, disons, pour aller faire pipi la nuit ou bien me lever simplement le matin, j'avais des chaussons en plumes et qui étaient dans le sac pour pouvoir les tenir au chaud. Et puis j'ai réussi avec le sac complètement fermé en étant à l'intérieur à vraiment mettre ces chaussons. Donc on a le genou quand même qui vient à angle droit, hein, pour mettre les chaussures. En plus avec ma souplesse exemplaire. Et puis je me suis dit, mais tu viens de faire quoi là en fait? Et oui, effectivement, c'est tellement stretch que j'ai réussi à vraiment enfiler des chaussures. C'est assez flagrant, hein. On le sent, on le voit. Là c'est au repos. Et puis on arrive vraiment à bien étendre. Alors forcément, quand vous faites ça, vous allez presser sur les plumes, donc vous allez un peu écraser l'isolation, et puis c'est pas le but. Mais ça amène, il y a un tel gonflant déjà que ça permet des mouvements dans le sac et un confort qui est assez exceptionnel. On va juste voir maintenant dans le tour du sac de couchage comment est fait la structure et pourquoi il est stretch, parce que c'est pas le tissu lui-même directement qui est stretch, mais on va en parler tout de suite. Une autre chose dont je tiens à parler, c'est le downsourcing. Ça veut dire le choix par rapport au duvet. C'est clair que ça reste un produit animal, donc c'est sujet à controverse. On sait surtout qu'il y avait eu une époque où on regardait moins ça et puis qu'il y avait des problèmes d'animaux plumés vivants, enfin des choses voilà, atroces. Montbell certifie donc maintenant cette recherche et cette sélection pointue sur des animaux qui sont uniquement destinés à l'industrie alimentaire, et c'est donc uniquement sur des animaux morts qu'on va prélever les plumes et non pas un élevage spécifique pour obtenir des plumes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. La plupart ou la totalité des constructeurs maintenant font attention à ça, hein, parce que forcément, ils sont obligés de suivre un mouvement, puis le mouvement mondial aussi, il est sur voilà, des suivis pointus, on veut savoir où c'est. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un système qui s'appelle le Super Spiral Stretch System. C'est quelque chose qui est patenté, donc c'est breveté chez Montbell. Vous voyez que les coutures, en fait, elles sont en spirale, hein. Elles sont donc en diagonale comme ça, en spirale. Normalement, on a l'habitude soit de couture dans ce sens-là, soit dans le sens longitudinal. Là, on est en spirale. Ils ont donc réalisé un système avec 3 techniques principales qui est, la première, ils coupent leur tissu de biais. Au lieu de suivre les trames du tissu perpendiculairement, eux, ils vont le prendre à 45 degrés, ce qui fait que par rapport au tissage des tissus eux-mêmes, ça amène un tout petit peu plus de souplesse et d'élasticité, de stretch, le fait que ce soit pris dans l'autre sens. Ensuite de ça, le phénomène d'avoir cette spirale, hein, si on veut, ces lignes comme ça, moi, comment je l'interprète, c'est que
on est dans une espèce d'accordéon de choses qui va pouvoir se travailler comme ça en élasticité. Quand vous tirez, c'est assez flagrant, hein, quand on tire comme ça, il y a vraiment une élongation qui se fait. Donc ces lignes qui sont comme ça à 45 degrés, elles vont se mettre gentiment dans la longitudinalité. On le voit quand on tire, et puis ça fait un phénomène de stretch qui est assez drôle. Et aussi ici, sur les lignes de couture, on a ce qu'on appelle un point élastique. Si on veut, c'est un point qui fait un fronçage et puis qui va permettre l'élasticité comme ça sur la couture elle-même. Donc tous ces trois éléments font que le Spiral Stretch System, ça travaille vraiment beaucoup, hein, c'est assez impressionnant. Il existe en une seule couleur, c'est ce orange qui est très beau, pétant, mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Il est en orange. Comme je vous l'ai expliqué, avec une fermeture éclair sur la droite ou sur la gauche, j'ai personnellement choisi la droite. Cette fermeture éclair, elle est munie d'un système qui est anti-pincement. Donc, on a donc une protection en plastique qui va aider à ne pas pincer les tissus lors de l'ouverture de la fermeture. Ça fonctionne bien. Vous pouvez voir ici que j'y arrive sans autre problème. Là, je ne fais rien de spécial, hein. J'ouvre et je ferme. Maintenant, si je vais depuis l'intérieur, ça marche aussi. Mais c'est un peu différent. Voilà, là je l'ai coincé. Quand on l'actionne depuis l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit peu un risque plus important de venir choper des tissus. Je pense que c'est parce qu'avec la main, on pousse le bourrelet qui est contenu ici. On va en parler tout de suite. Mais voilà, j'ai eu un ou deux petits soucis de pincement, mais qui restent nettement plus relatifs que s'il n'y avait pas cette protection anti-pincement, parce que sinon, alors c'est vraiment à chaque fois, vous le chopez et compagnie. Cette fermeture éclair, elle va dans les deux sens. Vous pouvez ouvrir ici par le bas. Ça pourrait être par exemple pour sortir les pieds si vous êtes dans une zone où il fait trop chaud, mais comme elle est assez haute, elle ne part pas depuis tout en bas, disons, je ne vois pas, disons, l'intérêt réel de ce double sens, parce qu'on est dans des températures où si on prend un sac pareil, c'est qu'on en a besoin. Maintenant, sur la construction ici, donc on a un gonflon qui est de la folie. On n'a pas d'ouverture bras. Il existe des sacs de couchage de température extrême qui ont deux zips qui permettent de sortir les bras pour pouvoir faire quelque chose en restant dans le sac de couchage. Là, il n'y a pas cette possibilité-là. Voilà, vous êtes dedans, et puis le problème, c'est que si vous devez juste vous tourner pour faire quelque chose et puis vous remettre comme ça, vous n'avez pas cette possibilité-là. Vous êtes dans le sac de couchage ou pas. On ouvre le monstre. On retrouve donc toujours ce 10 deniers Ballistic Airstop Nylon. C'est très doux, c'est très soyeux. Moi, c'est un tissu que j'aime bien, que je connais bien. Je connais le 10 et le 7. J'ai le 10 deniers sur mon Western Mountaineering Megalight, qui est un autre sac de couchage. Et puis le 7 deniers sur mon Quilt and Native Equipment. Très doux, très agréable. On retrouve ce système de stretch ici dedans. Donc ça travaille bien, c'est quelque chose de super agréable. Ce que l'on va noter maintenant d'important, la première chose, ça concerne la fermeture éclair dont on a parlé. Il y a un petit plastique donc ici sur le curseur qui va se déplacer, qui pousse le tissu pour pas qu'il soit mâché, mais il y a aussi une zone ici qui est cousue un peu plus avec des petites bandes, des renforts qui va rigidifier un petit peu. Vous voyez, ça fait une espèce de petit plat, on va dire. Ça fait un plat ici qui va empêcher le tissu tout fin de venir trop près. Et puis, de l'autre côté ici, on a une petite languette qui, elle, va nous permettre d'aider encore à éloigner ce tissu-là, de faire une première barrière contre le froid. Parce que le problème de la fermeture éclair, c'est qu'on n'a plus d'isolation, il n'y a plus de plume, juste là où les deux tissus vont se rencontrer vraiment
avec la fermeture éclair. Donc on aurait un pont de froid énorme. Pour aider, pour pallier à ce problème-là, vous voyez ici sur le haut, il y a un boudin qui court tout le long, partout où il y a la fermeture éclair. Il commence à peu près ici, et puis il vient courir jusqu'en haut, jusqu'ici, jusqu'au col. Donc ça permet, une fois qu'on a refermé la fermeture éclair, d'avoir vraiment derrière un boudin qui vient empêcher un pont de froid ici sur la fermeture éclair. Très bien pensé. Bon, très bien pensé, mais c'est normal, hein. Il faut faire ça parce que sinon, ça ne va pas du tout. Vous avez tout le froid qui rentrerait, ce serait insupportable. Le sac de couchage, il serait nul s'il n'y avait pas ça. Donc c'est quelque chose qui est aussi connu, hein. Ce n'est pas non plus voilà, une invention nouvelle. Ici, vous trouvez 2 scratchs, enfin il y a un scratch. Ça va permettre de, lorsque vous glissez à l'intérieur, ça va vous permettre de refermer ici le col. Donc, disons, de faire une première fermeture, une aide. Qu'est-ce qu'on appelle le col? Il s'agit du draft collar ici. Donc, dans la nuque, ici, je m'excuse, je regarde mon moniteur pour bien voir ce que je vous montre. Donc, vous avez la capuche là, et derrière le cou, dans la nuque, vous avez ici toute une zone de plume qui vient vraiment vous calfeutrer la nuque. La même chose, vous avez quelque chose sur le plastron ici qui va venir, ce boudin-là, et ça va se refermer sur vous-même. Voilà, donc ça va se refermer, et puis votre cou, il va sortir par ici, et ce sera vraiment super bien fermé. Il n'y a aucun air chaud, aucune déperdition de chaleur qui va se faire. Très très bien fait, c'est pas un petit machin, hein, c'est vraiment des gros boudins en plumes. On le voit ici, c'est bien rembourré, vraiment comme ça. La même chose, la capuche ici, pas rien, hein, il y a une sacrée dose de plumes là-dedans, il y a une sacrée épaisseur. C'est très important parce que vous avez la tête voilà, à l'extérieur dans des températures extrêmes. Vraiment très très important à noter. Et vous avez 2 systèmes ici de serrage. Donc on en trouve un ici au niveau de la capuche. Celui-là, il va serrer en fait le dessus de la capuche comme cela. Donc ça va vraiment revenir. Et puis vous allez avoir carrément, ça fait assez bizarre, mais on fait disparaître les yeux, hein, complètement. La chose que l'on cherche à faire, disons, c'est à serrer sur la zone nez-bouche. Préférablement le nez, parce que respirer de l'air froid comme ça, à moins 25 ou moins 30, directement avec la bouche, c'est très mauvais. Il faut faire passer par plutôt la paroi nasale pour que l'air, entre guillemets, puisse un tout petit peu se réchauffer avant d'entrer. C'est recommandé, disons, hein, quand on fait de la course en hiver et compagnie, on cherche à aller par le nez, ça fait beaucoup plus mal. Par contre, c'est pour ça qu'on ne le fait pas en général, parce que ça fait vraiment mal. Par contre, c'est vraiment mieux, hein. Il ne faut pas prendre directement dans les poumons comme ça. Et puis, un deuxième serrage ici, qui lui est le serrage que l'on voit vraiment du collar ici. Donc, c'est pour venir serrer ici sur le cou, et puis le deuxième pour serrer à ce niveau-là. Voilà, c'est les 2 seuls réglages que l'on a, c'est les 2 seuls réglages dont on a besoin, et puis ils font très très bien leur job. On arrive à la fin à avoir un tout petit trou, je vais vous montrer. Donc là c'est le col qui est fermé, il n'y a plus que la place pour le cou, puis ensuite que je viens fermer. Et voilà, donc on se retrouve avec un petit trou comme ça, avec le nez qui est là. Et puis moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des couches de mérino et de tours de cou comme ça, plusieurs, pour protéger le nez. C'était d'ailleurs assez dur parce que ça gelait, ça glaçait, j'avais de la glace dans le nez. Et puis je devais régulièrement tourner en fait mon foulard pour enlever la glace vive de la peau du nez, parce que c'était assez complexe. Après, il y a pour les encore plus grands froids, il y a des espèces de masques, hein, qui protègent vraiment cette zone-là, avec du dur pour faire un circuit d'air, et puis comme ça la glace ne vient pas se mettre directement sur le nez. Mais voilà, c'est allé, ça m'a un peu brûlé le nez, mais ça c'est pas la faute du sac, hein. Le sac, lui, il a fait son job d'isolation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au mélange de retours d'expérience et de points positifs et négatifs. La première chose dont j'aimerais parler, c'est la qualité de l'isolation, parce que au final, c'est ça qui nous intéresse, hein, le principal. Alors,
Qualité d'isolation, par rapport aux chiffres qui sont donnés chez Montbel, c'est pile poil dedans, c'est parfait et je pense même qu'il y a une certaine marge. Je m'explique. Pour cibler, je ne suis pas non plus un frileux comme ça, je suis plutôt à avoir à craindre le chaud que le froid, mais je ne suis pas non plus un type qui est en t-shirt toute l'année dehors et compagnie, donc je me situerais dans quelqu'un de standard, quoi. Mais par contre je fais quand même pas mal d'outdoor, hein, donc je suis souvent dehors et je ne suis pas un casanier tellement, entre guillemets, mais bon voilà, un type standard. Confort moins 13, mais aucun souci. Ce que j'aimerais même dire, c'est que ce sac, si on veut, il est confort moins 13. À moins 13, je suis en slip et puis je suis vraiment... J'ai bien chaud, quoi. J'ai presque envie un petit peu d'ouvrir le sac parce que c'est vraiment... Il est très chaud. Il est très très chaud. Et puis lorsque j'avais fait la première nuit où théoriquement il aurait dû faire moins 14, puis au final il a fait moins 6, j'ai eu beaucoup trop chaud. J'ai eu beaucoup trop chaud, j'ai tout ouvert, j'ai même ouvert la tente pour que l'air circule parce que il fallait de l'air froid, frais qui arrive pour pouvoir faire un petit peu concurrence à ce sac de couchage. Donc c'est vraiment un sac de couchage qu'on va placer dans une catégorie très ciblée. Ce n'est pas un sac de couchage que vous devez acheter si vous planifiez de faire des trucs de 0 à moins 15. C'est totalement overkill, c'est trop exagéré et puis vous allez avoir trop chaud. C'est trop fort, quoi. Moi je dirais... C'est un sac qu'on va commencer à utiliser à partir des moins 5 si vous voulez. Vous allez les laisser plus ouverts et puis vous pouvez dormir à la belle étoile, etc. Mais je dirais c'est à partir de moins 10, quoi, on le sort celui-là. Maintenant, par rapport aux températures limites, donc moi je l'ai testé dans une nuit à moins 27 degrés. C'est quand même bien au-delà de la température limite qui est donnée par Montbel, qui est moins 21. Pourquoi j'ai réussi à le faire? Je ne sais pas trop. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Pour cibler, pour vous dire comment j'ai dormi à moins 27, j'avais t-shirt Merino du tout fin, du 130 je crois, et puis j'avais un haut Merino col roulé manche longue, donc un haut en laine manche longue en 200 grammes mètre carré, et puis j'avais une polaire. Donc une polaire, bonne polaire, pas une micro-polaire. Et puis en bas, j'avais un caleçon et puis un caleçon long, Merino 200. Et puis au début de la nuit, quand vraiment j'ai démarré, il faisait à peu près moins 20, je crois, quand je me suis couché. Moins 19, moins 20, quelque chose comme ça. Et au début, j'ai mis ces chaussons en plume parce que je n'arrivais pas à me réchauffer les pieds. Donc je les ai mis, c'est allé tout de suite beaucoup mieux. Et quand je me suis couché, j'avais uniquement le t-shirt manche longue col roulé, le caleçon long polaire, un bonnet en mérino et puis j'ai des chaussettes, bon voilà, et puis j'ai mis ces chaussons en plume. Ça c'était pour le démarrage. Puis après j'ai eu trop chaud. Tout à coup j'ai eu trop chaud, donc j'ai enlevé mes chaussons et puis je me suis endormi, les premiers moments tip top, c'est aller et compagnie. Ensuite ça a commencé vraiment à descendre, hein, moins 22, moins 24, moins 26, et le dernier que j'ai vu c'était moins 27, c'est celui que j'ai vu de mes yeux, il a fait moins 30,5 à la station météo qui était toute près de là, donc probablement que je suis allé un tout petit peu plus bas encore que moins 27, mais disons, comme j'ai vu ça, je vais garder ça comme référence, puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Puis à ce moment-là, j'ai eu un petit problème aussi, c'est que j'ai eu mon matelas Thermarest Exterm. Ça, c'est aussi important à savoir ce qu'il y avait dessous, hein. Donc j'avais juste le matelas Exterm directement sur la neige, sans autre isolation. Et puis lui, il s'est dégonflé dans la nuit. Je pense une espèce de conjonction entre une micro-fuite
Et le phénomène que j'ai dû le gonfler un petit peu aussi avec le souffle de la bouche, ça veut dire que les chauds froids, l'air en fait perd de la compression, de la densité avec la chute de température. Donc ça a fait un petit peu un cumul et par 2 fois j'ai dû le remonter parce que sinon vous vous rapprochez du sol et puis l'isolation se fait moins bien. À les températures pareilles, bon le sol il n'a pas moins 25, hein, le sol il est à 0, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça aide pas parce que dans votre dos, les plumes sont compressées, là où vous faites l'appui sur le sac de couchage. Du coup, vous perdez cette isolation, ou une bonne partie en tout cas. Puis si en plus le matelas se dégonfle, voilà, ça peut faire un pont de froid avec le sol. Et puis, donc, justement, quand c'était les moins 25, moins 26, moins 27, là, j'ai eu 1 ou 2 fois des frissons. Donc, j'ai d'abord regonflé mon matelas, j'ai remis les plumes, et puis j'ai mis une doudoune qui est ma Torrid Apex, qui est une micro-doudoune assez fine en synthétique, avec un capuchon. Et puis j'ai mis tout ça dans le sac de couchage pour essayer de booster un petit peu. C'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu la limite. C'est allé, hein. Ce que j'ai eu comme ressenti, si on veut, c'était tout à coup des frissons, comme ça. Et puis je me disais, ah ouais, là, voilà, il y a un truc qui joue pas, qu'est-ce qui se passe? Puis je faisais comme ça avec les fesses, j'essayais, puis j'ai vu que je touchais le sol. Si je me mettais un petit peu assis, pouc, mes fesses, elles allaient toucher le sol. Donc ça allait pas. Hop, je sortais, je regonflais le matelas tendu à fond. D'ailleurs, ça gelait la vanne, c'était incroyable, quoi. Et puis, voilà, j'ai pris des décisions, mettre une doudoune en plus. Donc j'étais, à ce moment-là, c'est vrai, dans une température, j'avais donc dépassé leur température limite. Disons que si elle est donnée à moins 21, peut-être moi je tiens moins 23, moins 24, mais après moins 27, on est quand même hors de la température limite. Ça veut dire que sur leur référence là, on est dans la... on est où? On est ici, expédition, voilà. Le moins 21, c'est la zone orange, puis après on passe en zone bleue, puis la zone bleue, c'est la température extrême, donc c'est une température qui... Mip, 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 faut faire attention, parce que c'est des zones où on va vers le danger gentiment. Maintenant, c'était pas des froids comme ça. Eux, ils disent que dans la température de transition jusqu'au moins 21, c'est ensuite, le moins 21, c'est la limite d'un homme standard, toujours avec son caleçon long et puis t-shirt manche longue, qui dort en chien de fusil comme ça, pour essayer de garder un peu plus la chaleur corporelle, protéger les organes. Et puis ce serait ça, cette limite. Moi, j'ai pas vraiment dormi comme ça. J'ai dormi soit à plat, soit sur le côté comme j'aime bien, un tout petit peu avec les genoux pliés, mais pas en boule, simplement juste pour mieux tenir. Hein. Je plie un peu les jambes. Et puis c'est allé, c'est allé. J'ai eu, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu des bons frissons. À un moment donné, c'était justement vraiment le point le plus bas de la nuit. C'était vers 5h, 6h du matin à peu près, 6h du matin je dirais. Et là vraiment il y a eu les moins 27. Donc ça m'a réveillé je pense 2 ou 3 fois tous les 40 minutes à peu près, tous les 30 à 45 minutes environ. J'avais un petit frisson, ça me réveillait. Mais en général je bougeais, je faisais bien attention à un petit peu contrôler les tissus, par exemple pas avoir un coude qui vient presser contre les plumes et puis qui vient créer un pont de froid. Et puis j'ai dû réajuster par exemple 1 ou 2 fois le boudin. On a parlé avant de ce boudin qui est ici, qui est prévu pour boucher en fait le trou le pont de froid qui peut être fait par la fermeture éclair. Il y a 1 ou 2 fois où en fait il n'était pas tout à fait bien mis, puis je sentais tout à coup froid sur le flanc ici, alors j'ai dû avec la main bien le remettre, et puis c'était fait, puis je me rendormais de nouveau pour 40 minutes, puis hop, tout à coup je me réveillais un peu plus tard. Donc ça montrait quand même que j'étais
au-delà de la limite du sac, mais que ce n'était pas non plus quelque chose où tu cailles toute la nuit et des choses comme ça. J'ai fait des heures de sommeil, plus c'est allé vers le matin, donc la température au plus bas, plus c'était un petit peu fractionné, 40 minutes. Et puis après, quand j'ai finalement mis la doudoune, machin, tout ça, j'ai endormi, puis j'ai fait un dernier coup de, je pense, 6h15 du matin à peu près, 6h30, jusqu'à 8h30, je crois, ou 8h15. Je suis reparti 1h30, tout droit. Et puis après, je me suis réveillé, il faisait moins 24. Après, c'est remonté assez vite. Puis après, c'est resté à moins 24 un long moment, jusque plus tard, vers 9h30 ou quelque chose comme ça. Que je me lève et tout ça. Donc, c'était une bonne expérience, c'est bien allé. Voilà mon explication, disons, du ressenti par rapport aux températures. Pour les autres, donc à spécifier aussi, je suis donc sur un matelas, à même la neige et puis à la belle étoile aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Par contre, quand j'ai fait mon autre bivouac où il a fait moins 19 dans la nuit et où j'étais sous tente, mais j'ai dormi à moins 19, mais vraiment easy, sans bottes, sans rien, juste avec un t-shirt manche long, col roulé comme ça, sans bonnet et sans caleçon long. Donc j'étais en slip chaussettes, un t-shirt manche long, col roulé, pas de bonnet et dans un moins 19, comme un prince, quoi. Vraiment nickel, pas réveillé, rien du tout, tout bien. Là j'étais à moins 19, puis vous voyez que je suis théoriquement bien après quand même la température confort qui est donnée. Si elle est moins 13 pour une femme, peut-être qu'elle est de, je ne sais pas, moins 15, moins 17. Et puis moins 19, mais rien, en slip, tranquille. La température limite à moins 21. Allez, disons que c'est juste, et puis du coup il y a une marge de manœuvre en fonction des personnes, des conditions. C'est clair, s'il y a énormément de vent, on serait tout de suite dans quelque chose qui est un peu plus compliqué. Donc il faut un petit peu s'adapter et compagnie. Qualité d'isolation, un grand point positif. Maintenant, un autre point positif qu'on va regarder, c'est la qualité de construction. C'est le top, c'est vraiment tip top, tout va bien, les coutures sont bien faites, la réalisation est bien faite, le concept est bien pensé, les matériaux sont vraiment d'excellente qualité, on est sur quelque chose, disons, voilà. C'est normal, je pense que c'est normal parce que c'est un certain prix, c'est un gros investissement, donc ça doit être comme ça. Et puis chez Montbell, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours retrouvé. Il y a plein d'autres marques qui le font bien comme ça. Mais disons, c'est pas de la couture de petits marchés de niche familial, c'est propre, etc. C'est manufacturé au Vietnam. Le Vietnam est un des pays, disons, leader maintenant actuellement pour tout ce qui est l'outdoor. Ils sont très sollicités et puis ils travaillent apparemment très très bien. Donc c'est vraiment quelque chose de chouette. Après, il y a bien sûr un suivi avant envoi de Montbell. Ils checkent tout et compagnie. Mais on le voit parce qu'il n'y a pas de place pour l'approximatif. Moi, j'aime bien ça. Un autre point positif, c'est le spiral stretch, donc ce système de couper le tissu en biais à 45, d'avoir les coutures à 45 degrés comme ça, et de faire le stretch stitch, donc les points de couture en froncé qui aident justement à cette élasticité-là qui est redoutable. Ça, c'est bingo, parce que moi, j'ai horreur des sacs de couchage. C'est pour ça que je suis en quilt et que j'aime ça. Donc, c'était un peu mon angoisse, de me dire, putain, je vais me mettre dans ce truc, il va faire froid, je vais devoir serrer, t'as plus que le nez qui sort. Alors, ça marche vraiment bien. Donc, top, un point positif, c'est ce système stretch. La chose, par contre, qui ne change pas parce que ça reste un sac de couchage momie, c'est que par exemple, si vous êtes vraiment comme ça, puis que vous devez vous tourner sur le côté, vous avez facilement l'ouverture qui peut un peu rester, puis qui vient du coup ici, donc ça ne va plus, parce qu'il ne faut surtout pas respirer dans votre sac de couchage. Ça, c'est
interdit. Il faut vraiment que cette vapeur d'expiration, elle sorte à l'extérieur, pas qu'elle reste là. Ça va givrer autour de vous, mais il ne faut pas le décaler et puis respirer dedans. C'est une très mauvaise idée. Vous allez tout de suite être en souci. Donc, il fallait, quand je me mettais sur le côté, il fallait des fois prendre les tissus, puis mais ça, c'est propre au sac de couchage momie, on ne peut rien y faire. Avec celui-là, ce qui est bien, c'est que comme il est stretchy, comment dire, comment je peux exprimer ça? C'est comme s'il vous colle au corps, en fait. Parce qu'il suit bien et puis voilà, ça colle un peu au corps. Donc pour cette zone-là, ça va bien, même aux épaules, ça va. Puis après, vers la tête, il y a ce dernier coup où il faudrait juste que le capuchon suive mieux. Parce que là, par contre, on a plus facilement la tête qui tourne dedans. Donc ça se joue sur les épaules, pour prendre le tissu, pour aider, pour remettre le trou au centre, pour quand on se met sur le côté, par exemple. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant parfois, mais c'est vraiment... on ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Voilà, c'est le sac de couchage momie. Voilà, c'est un point faible, disons, global. Mais point positif, le stretch system. Ensuite, un autre point positif, c'est la qualité, à mon avis, de la capuche, donc du système ici, tête, les réglages, etc. Moi, j'avais un petit peu peur parce que, comme on a le col qui est ici, ça veut dire toute la chaleur corporelle, elle reste dans le corps du sac de couchage. Et puis, je me disais, mais est-ce que ça va aller dans le capuchon? Parce que, bon, voilà, on a pas mal de plumes ici, hein, ça fait... Mais ici, il y a un gonflon comme ça, par exemple, hein, sur les boudins. C'est gros, quoi. Il y a de la plume, hein, je peux vous dire. Mais je me disais, voilà, comme on appuie ici l'arrière de la tête, est-ce que ça ne va pas faire des pontes froides, des choses comme ça? Donc j'avais pris avec moi, j'avais dans le sac encore une cagoule plume. J'avais mon bonnet sur moi, après j'ai mis avec la doudoune, j'ai mis le capuchon aussi, vraiment à moins 27, mais j'avais prévu ça, puis finalement je ne l'ai pas sorti, donc ça veut dire que au point de vue de l'isolation de la tête, c'est allé bien, vraiment, donc j'ai pas eu froid à la tête, ça c'est une première chose à stipuler, et puis que on arrive vraiment bien à tout le serrer pour avoir juste le nez hein, qui ressort là, ce qui crée un petit cratère comme ça, qui aide à faire un peu de profondeur, hein, de protection pour le nez, mais peut-être, est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ici un battant, un avancement, dans le sens de faire plus un puits comme ça pourrait peut-être être bien, parce que même si on serre bien comme ça, le nez, il est quand même seulement, le bout du nez, il est à 2 cm de profondeur. Je me demande si d'avoir un canal, vraiment un puits, qui fait que le nez soit un peu plus en profondeur, ça ne ferait pas un tampon d'air chaud un peu plus important? Peut-être. Je ne sais pas s'il y a des possibilités de encore faire des améliorations dans ce sens-là. Toujours est-il que, voilà, il a bien fonctionné, la conception du hood, il est bien, et puis voilà, les réglages marchent bien, ça veut dire qu'on arrive vraiment bien à serrer, ça part sur les yeux complet, on n'a vraiment plus que la zone de respiration qui est ouverte, ça fonctionne bien. Ensuite, dans tous les points positifs, le col ici, tout ce système-là, le serrage et tout, parfait. Il y a plus rien qui passe. Mais comme c'est en duvet et que c'est confortable, on n'a pas une impression d'être serré. Donc on a vraiment une bonne zone tampon. Ça veut dire qu'on peut fermer sans avoir besoin de serrer autour du cou. Hein. Le serrage, il est un peu plus loin, puis il y a une zone tampon avec beaucoup de plumes, parce que c'est un sacré boudin. De nouveau, c'est un boudin comme ça, donc je n'arriverai pas à le fermer. Voilà, donc c'est un bon gros, je dirais, ça fait un 10 cm, un 10-11 cm de boudin comme ça, tip top. Un autre point
positif que j'ai beaucoup aimé, c'était d'avoir la précision sur la petite étiquette. En fait, l'étiquette, j'ai retrouvé, elle vient ici. Je l'ai coupée, elle était ici sur le bout du sac, qui précise l'exact grammage de duvet qui a été mis dans ce sac-là et pas juste un chiffre sur le site. Donc ils viennent préciser en plus, ça j'aime beaucoup. Et un autre point positif finalement, c'est le poids. 1,640 kg. 1,640 kg pour moi, c'est 1,6 kg, hein, c'est quand même un certain poids. Mon quilt d'été, c'est 655 grammes. Mais sachant qu'il y a 1,220 kg de duvet de remplissage, ça veut dire qu'on est en gros à 400 grammes le tissu, les fermetures éclairs, voilà tout ce qui va contenir ces plumes. Ça reste super cool. Hein. Faut pas oublier ce qu'il est capable de faire, donc c'est assez énorme. 1,6 kg pour un sac couchage avec lequel j'ai réussi à dormir. Ok, en poussant un peu extrême, un petit peu des frissons le matin, machin, etc. à moins 27, mais disons confort. Pour moi, ça aurait été un confort. Moins 22, moins 23, moins 24. C'est bon, quoi. Ça joue, pas de souci. Puis après, voilà, on commence vraiment à rentrer dans une période un peu difficile, une zone difficile. Mais voilà. Donc, poids, ça joue. Maintenant, je vais vous énumérer quelques petits points négatifs. Très honnêtement, ils sont relatifs. Ça veut dire, je cherche un petit peu à trouver des points négatifs parce que globalement, c'est une réussite totale. Voilà. Mais voilà, je peux souligner certaines choses. Le prix, ok, on est à 829, donc 799 euros, 829 francs suisses, 799 euros pour ce modèle long. Ça reste un hein, c'est une sacrée barre, je comprends. Pour ces températures-là, dans des choses autant ciblées, pour malgré tout 1,6 kg, parce qu'il pourrait aussi faire 2,7 kg, il serait peut-être moins cher parce qu'on aurait voilà, un field power de 700 et puis on n'aurait pas forcément une répartition 90-10, hein, duvet et plumette. Donc on pourrait descendre là, on pourrait être avec pas du Ballistic Airlight nylon de 10 deniers, mais avec du machin 20 deniers, nylon standard un peu plus voilà, cheap, moins de concepts, de couture, parce que c'est compliqué de faire quelque chose comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple, vous allez tout droit et puis voilà. Donc ça dépend des budgets, forcément pour certains budgets c'est quelque chose qui est totalement inaccessible et puis de toute façon c'est quelque chose qui est aussi assez ciblé, donc c'est pas n'importe qui, la personne lambda, le randonneur lambda qui va se payer un duvet comme ça, on est tous bien d'accord, ça reste quelque chose de ciblé pour les grands froids, voire les expéditions. Donc voilà, dans le matériel d'expédition, quand vous êtes confronté à des milieux comme ça ne va pas être que le sac de couchage, ça va être aussi tout à coup la tente, 4 saisons qui résiste à des tempêtes, enfin, vous allez forcément entrer dans une zone où on n'est plus trop avec du matériel entrée de gamme ou milieu de gamme un peu cheap. C'est possible de le faire, hein, si vous entassez 2 gros sacs de couchage qui sont à donner jusqu'à moins 10, ben, ça va le faire. Vous pouvez trouver, je sais pas, vous mettez 2 sacs Décathlon ou 3 sacs Décathlon et puis vous pouvez tester des choses comme ça. Mais maintenant, il y aura différents soucis, puis vous allez vous retrouver quelque chose qui sera quand même d'un certain prix. Si vous cumulez 3 machins, ça fait quand même un certain prix, et puis qui aura un certain poids, puis un volume de compression dans les sacs. Il vous faudra un sac pour porter les sacs de couchage, puis un autre sac pour porter tout le reste du matériel qui va avec. Donc voilà, le prix, je le mets entre parenthèses, je souligne que c'est un investissement conséquent, mais voilà, moi j'ai l'habitude de matériel quand même assez cher. Vous me direz, ouais, c'est facile pour toi parce que effectivement j'ai reçu ce sac à dos, on m'a équipé gratuitement, je peux le garder, mais voilà, si j'avais voulu faire ce projet grand froid tout seul, je pense que je serais parti plutôt dans quelque chose où j'investis. Juste pour vous citer, hein, juste un exemple, mon
Quilt, Enlightened Equipment, importer tout ici, c'est aussi des choses vers les 600, hein, avec les taxes d'importation et tout, etc. Donc, voilà. Et puis après, à moins 2, c'est terminé mon quilt, hein, je ne tiens pas plus loin. Moins 5, voilà. Donc là, j'ai pu tenir, disons, j'aurais tenu sans frissonner jusqu'à moins 25. Il faut faire aussi un petit peu la part des choses, à mon avis. Le prix, il est négatif pour certains, mais à mon avis, on ne peut pas vraiment le garder sans mettre des bonnes grosses parenthèses dans un point négatif, parce que c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est du Field Power de 800. Si on équipe ce sac de couchage avec du duvet qui a un pouvoir gonflant de 900, voire 950 pour être fou, on aurait la même isolation en gagnant relativement sensiblement en poids et en compressibilité. Donc c'est quelque chose qui pourrait être amélioré, mais de nouveau, alors là, on va faire une bascule sur le premier point dont je viens de parler avant, c'est le prix. Ça ferait exploser le prix. Donc le choix du 800, c'est peut-être pas pour rien. Quand on a autant de grammage à mettre là-dedans, c'est peut-être un choix délibéré, je ne sais pas. Montbell, si jamais, répondez en dessous. Pourquoi le Downhugger est fait en 800 et pas en 900, puisque vous avez des séries de 900? Est-ce que c'est une histoire quand même de garder un prix un peu plus abordable, ou est-ce que c'est un choix technique délibéré? Voilà. Je poserai la question à Montbell, puis je vous donnerai la réponse dans les commentaires si jamais. Ensuite, un autre point qui m'a un petit peu déçu, c'est la taille du sac de décompression. Donc voilà la taille du sac de décompression pour le Downhugger 800 Expedition. Ça me paraît très petit, il fait 80 cm de haut à peu près par 35 de diamètre là. Donc c'est pas énorme. Et puis pour vous donner une idée, là-dedans, il y a mon autre sac de couchage qui est le Western Mountaineering Megalight. Donc vous avez vu que dans le sac blanc de Montbell, il allait celui-là parfaitement. Ça c'est un sac qui est une excellente marque, mais qui donne, ils donnent un sac de décompression comme ça grand. Et donc pour mettre celui-là, j'ai un monstre sac. Je vais vous montrer, hein, quand je mets Déjà, dès le moment où c'est difficile à rentrer dans un sac de compression, c'est qu'il y a un truc qui ne joue pas, à mon avis. Parce qu'avec un gonflant pareil, très franchement, c'est un peu difficile à le mettre là-dedans. Et puis j'ai trouvé que finalement, ça m'a fait mal au cœur, voilà. Ça m'a pas donné envie, ça je commence à tasser quand même. Ça m'a pas donné envie de le conserver dans ces conditions-là. Alors est-ce que c'est un sac intermédiaire de semi-compression, décompression pour le transporter dans la voiture, mais sans qu'il soit trop compressé, et puis que le reste de l'année, il faudrait le suspendre? Est-ce que ça veut dire ça? Après, il faut avoir la place et la hauteur, hein, pour suspendre un machin comme ça. Mais là, voilà, il est dedans. Pardon. Voilà. Il est dedans, mais c'est quand même... Peut-être que pour eux, ça va. Mais pour moi, je trouve un peu juste. D'ailleurs, il ne demande qu'une chose, c'est que... Il demande qu'une chose, hein, il aimerait sortir. Je trouve un petit peu dommage. Le coton, bon, ça coûte rien. Donc, voilà. Peut-être selon les critères Montbell, ça suffit et il n'y a pas besoin de plus grand. Mais personnellement, moi, je le mets dans le grand de chez Western Mountaineering parce que c'est
c'est beaucoup plus grand, et puis là, il y est tranquille, bien à l'aise. Voilà. Bon, voilà, c'est une chose que je tenais à souligner. À mon avis, Montbell, c'est mieux si vous faites un sac de décompression un peu plus grand, ou bien plus grand, le double, pour que vraiment il soit à l'aise. Vous me direz, oui, on a moins du coup de place pour le ranger et compagnie, parce que ça fait un gros sac, hein, vraiment. Mais pour un pareil matériel qui représente autant d'investissement et puis de qualité, on a envie de les chouchouter. Et puis moi, je trouve qu'il faut vraiment qu'ils tombent dedans. Puis il ne faut pas qu'ils soient pressés. Donc le volume, qui est à peu près comme ça, pas tout à fait, mais voilà, c'est en gros, c'est ça, hein, le sac de décompression qu'il faudrait. C'est un tout petit peu pressé, mais voilà. Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait le mettre dedans en pressant. Il me reste 2 points qui ont été un petit peu compliqués. Le premier, c'est par rapport au petit boudin. Donc il y a eu quand même plusieurs fois dans la nuit le boudin ici qui vient faire fermeture de cette zone de fermeture éclair, hein, pour éviter le pont de froid. Il y a eu plusieurs fois où je me suis réveillé avec une sensation de froid sur le flanc et puis j'ai dû manuellement à l'intérieur, si on veut, le réajuster. Je pense qu'il s'était mis mal et puis j'ai juste dû le placer le long de avec la main, comme ça, vous le replacez bien le long de la fermeture éclair parce qu'il y avait un pont de froid qui s'était créé. Bon, c'est quelque chose... C'est pas très très grave parce que avec l'habitude, après, une fois que j'étais vraiment dans le bain, je savais que quand je revenais d'aller faire pipi, je me couchais, je dézippais, je contrôlais que le boudin soit bien et puis c'était parti. C'est juste, j'ai été surpris 1 ou 2 fois au début parce que j'avais pas cette habitude-là, mais il faut contrôler et bien mettre le boudin, le remettre parfois. Voilà, c'est ça. Si on bouge tout à coup avec le coude, on le soulève puis il retombe mal, il faut le contrôler. Ça, c'est une chose. Et puis, le dernier point négatif, si on veut, c'est que quand vous serrez ici le capuchon et puis que vous serrez aussi les cols, ben, et que la fermeture éclair est fermée, voilà, hein, on va dire comme ça, vous allez vous retrouver en fait avec les ficelles sont dedans parce que vous le faites depuis l'intérieur, donc on peut le faire tranquille depuis l'intérieur, ça joue. Mais les deux guiglis, là, les 2 clips de fermeture, là, eux, ils sont quasiment l'un à côté de l'autre ici. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans le sac, avec vraiment le tissu comme ça, les mains, là, vous devez le chercher comme ça, et puis il y en a 2. Alors, vous me direz, c'est une question d'habitude. On sait que celui qui est en haut, c'est celui pour la capuche, puis celui qui est en bas, c'est celui qui est pour le truc. Mais ils sont tellement près, puis en bougeant des fois avec les tissus, ils sont l'un contre l'autre. Donc, vous en essayez un, c'est pas celui-là. Peut-être plus simple, c'est à gauche, c'est la capuche, à droite, c'est le col. Là, c'est sûr que n'importe comment qu'on soit, on sait, la capuche, elle est là, quoi. Et puis le col, il est là. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient les 2 l'un à côté de l'autre, une fois qu'il s'est serré, ça pouvait... ça m'a porté à confusion assez régulièrement. Maintenant, peut-être j'ai pas fait assez de dizaines et de dizaines de nuits dans ce sac pour avoir vraiment l'habitude, et puis des gestes, et puis etc. Mais quand même, quand tu te réveilles, puis tu es là... voilà. Mais c'est vraiment rien de très grave. Ça pourrait être... voilà, un truc à penser. Je sais pas comment ce serait possible. Maintenant, si on le mettait de ce côté-là, on est dans la zone fermeture éclair, ça risque de faire aussi des... Parce que quand on serre, ben, on a du mou, hein, comme ça va être dans le sac. Si on a ça, puis qu'il y a la fermeture éclair, peut-être effectivement, ça peut poser un petit souci, hein, de le shooter ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, on va un petit peu finaliser tout ça, hein. Maintenant, si on va parler de la récapitulation de tout ça, si on met en balance les points négatifs et les points positifs,
En toute franchise, honnêteté et objectivité, les points négatifs que j'ai cités de ce sac de couchage, ils font de loin pas le poids par rapport aux points positifs, disons, du sac. Donc, c'est un produit que j'ai trouvé exceptionnel, qui a des caractéristiques qui sont justes. Ça, c'est aussi à souligner. Ça veut dire que les chiffres donnés, les explications qui sont données dans le site Mondbell sont propres, précises, ultra précises, avec ce petit rajout de 1220 grammes. On vous a mis, il n'a pas 1230 grammes, désolé, c'est noté sur le sac de couchage. Moi, je trouve très professionnel, très beau. Bon, il s'appelle Downhugger 800 Expédition. Donc, quand on met Expédition sur un produit, souvent on met Pro. Hein. Dans tout, là, Valimex Pro, cette boîte de lumière qui est en dessus de moi, elle n'a rien de Pro. C'est vraiment un truc d'entrée de gamme super cheap, mais souvent on met Pro. Là, on peut dire que ça, on a le vrai mot. Donc, chapeau pour ce matériel, du très beau matos. Voilà, moi je vais en rester là-dessus. Ça veut dire que super positif pour ce sac. Très content de ce matériel. Il a vraiment bien fait son job. Il m'a permis d'aller plus loin que ce qu'il promettait. J'étais à la limite, j'ai poussé un petit peu, j'ai dû m'habiller un peu à l'intérieur, trouver des astuces, etc. Et puis c'est bien allé, hein, disons que voilà. Si j'avais dormi sous tente avec ces moins 27, j'aurais eu aucun souci. Ça veut dire que j'aurais pas eu les mêmes sensations de froid, j'aurais été encore plus capitonné dans un abri, ça aurait été beaucoup plus simple. J'ai eu le feu au début de soirée, mais plus du tout pendant la nuit, hein, c'était éteint. Dès le moment où je me suis couché, il y avait presque plus de feu. Donc c'est pas ça qui m'aura réchauffé, c'est vraiment ce sac de couchage qui m'aura tenu plus que vivant dans ces moins 27, mais avec un confort normal. Je ne peux pas dire un confort absolu, puisque j'ai eu des frissons hein, quand j'étais à moins 27, mais disons, voilà, par rapport aux chiffres qu'il donne, aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés, et puis c'est vraiment un très bon produit. Voilà les amis. Un produit très spécifique, j'espère que ça va renseigner certains. Pour ceux qui veulent aller taper un petit peu dans les froids plus durs, c'est un très bon produit que je ne peux que recommander. Et puis pour les autres, voilà, vous aurez vu une démonstration d'un matériel vraiment top du top pour des conditions très précises. Si ça vous a plu, merci de mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour les autres. Il n'y a pas seulement des revues sur du matériel très précis, pointu ou un peu inhabituel, mais aussi des choses un peu pour tout le monde, dans des budgets plus restreints. N'hésitez pas à vous abonner donc, puisqu'il y a plein de vidéos qui vont venir. Et puis d'ici là, bonne rando à vous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bye bye.